Salut Marine. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. On va rentrer dans le sujet, ton livre qui s'appelle « Devenir gardien de la nature », qui a été publié là, il n'y a pas longtemps, en mars 2021. Tu racontes tes combats dans ce livre. Le premier, c'est ce projet de montagne d'or en Guyane. Raconte-nous en quoi ça consiste, quels sont les impacts, où on en est, et puis surtout ton arrivée dans cette grande aventure. On va peut-être commencer par ça. Raconte-moi ton arrivée en Guyane, pourquoi tu es allé là-bas, etc. Alors il se trouve que je suis arrivée en Guyane un peu par hasard. Je venais d'avoir mon diplôme d'avocate et j'étais très déçue par les offres d'emploi qui m'étaient proposées. Pourquoi déçue ? Parce que je me suis rendu compte en passant des entretiens d'embauche qu'en fait les cabinets d'avocats étiquetés écolo défendaient Vinci, Total et Monsanto. Et ça, c'était pas compatible avec mes engagements. Ah ok, continue. Et donc quand on m'a proposé le job en Guyane française, d'aller travailler avec des peuples autochtones, il se trouve qu'en même moment, ils me racontaient justement ce qui était en train de leur arriver avec le projet Montagne d'Or. Et j'ai dit oui. Et donc je me suis engagée. Alors ensuite, je me suis rapprochée du collectif Hors de Question, qui est un collectif citoyen. Alors il faut que je dise, c'est le plus beau nom de collectif que je connaisse. C'est Hors de Question. Hors s'écrit bien sûr O-R de Question. Et vu que ça parle d'or, c'est quand même très rigolo. Pardon, oui. Continue. Et donc c'est un collectif qui n'avait pas de juriste à l'époque. Je leur ai dit de but en blanc, écoutez, moi j'ai quelques notions de droit, si vous voulez, je peux vous aider. Et c'est comme ça qu'en partant, je me suis investie à leur côté. Et il se trouve qu'au même moment a commencé un débat public sur cette question-là. Il y a eu des marches, des mobilisations, beaucoup de débats. Rappelle-nous en quoi consiste ce projet. C'est un projet de mine industrielle, c'est-à-dire de très grosses mines, on appelle ça des méga-mines. Et c'est un projet tellement vaste, une fosse à ciel ouvert tellement vaste dans lequel on aurait pu poser la Tour Eiffel, qui aurait produit en fait très peu d'or en comparaison des millions de mètres cubes de boue toxique, cyanurée, qu'elle aurait engendré en revanche. Ce projet, il est en cours là, on en est où ? Alors ce projet, heureusement, il a été stoppé. Grâce justement à nos mobilisations, grâce à l'investissement quotidien des militants en Guyane. Il a été stoppé parce que nous avons réussi à peser dans la balance suffisamment par nos marches, par nos mobilisations aussi beaucoup dans les médias, pour faire valoir que c'était une aberration écologique, ça n'avait aucun sens. Une consommation en électricité faramineuse, des émissions de gaz à effet de serre monstrueuses, une consommation d'eau indécente, et que donc il était absolument nécessaire de l'abandonner. Nous avons réussi à devenir un peu l'épine dans le pied d'Emmanuel Macron au fur et à mesure, en se mobilisant toutes ces années. Et il a fini par lâcher et a annoncé qu'évidemment, il retirait le projet parce que c'était pas compatible avec ses exigences environnementales. Mais tu dis ça d'un air très ironique. Emmanuel Macron serait-il un fiefé coquin, au final ? En fait, il faut rappeler que ce projet, il est né sur la période où lui était ministre à Bercy. Et il se trouve que Bercy, c'est le ministère en charge des mines d'or. Donc c'était, on peut dire, un peu son bébé à la base. Des mines d'or ou des mines tout court ? Des mines d'or. En fait, le droit français est un peu particulier. On fait la différence entre les mines énergétiques, par exemple les mines de charbon, qui sont la compétence du ministère de l'Environnement, et les mines non énergétiques, par exemple les mines d'or, qui sont la compétence de Bercy. D'accord. Et quoi, tu es en train de dire que, en gros, ça lui plaisait pas trop que ce projet s'arrête ? Ce que je dis, c'était qu'à l'époque où il était ministre à Bercy, avec Arnaud Montebourg, ils avaient l'idée de relancer l'industrie minière sur le territoire français, avec ce ministère du redressement productif. Et Bercy, ils voulaient absolument justement relancer les mines, et notamment en Guyane. Et c'est évidemment à ce moment-là qu'ils ont ouvert la porte à ces multinationales, comme la compagnie Montagne d'Or, qui est un conglomérat russo-canadien. Et donc évidemment, c'est né dans son giron, ce projet Montagne d'Or. Et aujourd'hui, ça me fait doucement sourire, du coup, quand je l'entendais notamment sur Brut l'autre jour, où il disait mais comment ça, et on ne peut pas me taxer de n'avoir rien fait. Qui a abandonné le projet Montagne d'Or ? Évidemment, c'est d'un cynisme sordide pour moi, parce que c'était son idée à la base, et donc évidemment, il ne peut pas se vanter ensuite de l'avoir abandonné en tout ça. Moi, je trouve ça indécent. Je trouve ça aussi indécent. Et je me console en entendant ces merles qui chantent autour de nous, et je fais un petit clin d'œil, un petit coucou à Ludivine, mon équipière de Baleines sous Gravillon, qui m'a appris à distinguer les chants d'oiseaux. Je te fais un gros bisou, Ludivine. Marine, à l'occasion de ce combat en Guyane, tu as fait bien plus. En fait, tu as appris beaucoup de choses.
tu y allais pour aider, mais toi aussi tu as été aidé, tu as grandi, tu as appris des choses et notamment tu as vécu avec les peuples premiers. Je veux bien que tu me racontes cette expérience. Tu étais où? Tu étais avec qui? Tu as appris quoi? Alors en fait, quand je suis arrivée en Guyane, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré donc mon mentor qui s'appelle Alexis Tchouka, qui est un juriste spécialiste de la question des peuples autochtones et aussi un éminent leader en fait des mouvements amérindiens de Guyane, puisque déjà dans les années 70, il se battait face à l'État français pour faire reconnaître les droits des peuples autochtones. Et donc il m'a amené en fait de village en village, rencontrer les chefs, comprendre l'histoire en fait de ces différents peuples, pour qu'ensuite je puisse appréhender le droit coutumier. Le droit coutumier, c'est un droit issu de ces sagesses ancestrales, issu du lien à la terre, et qui repose en Guyane sur l'équité. Et c'est un droit qui repose en Guyane sur l'égalité entre tous et la symbiose avec la nature. C'est ce grand principe qui est au cœur de ton livre, qui oppose le fait de posséder la terre, qui est un peu ce principe de nous autres occidentaux, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, qui s'oppose chez ces peuples premiers à la notion que en fait, la terre n'appartient à personne, c'est surtout eux qui appartiennent à la terre. C'est ça que tu dis dans ton livre qui m'a marqué. Tout à fait. Ce qui m'a le plus marqué en arrivant, c'était qu'on m'a dit, d'entrée de jeu, si tu veux travailler avec nous, il faut que tu saches une chose, c'est que chez nous, la propriété privée n'existe pas. Et ça, évidemment, pour une juriste qui vient de France et dans la Constitution française, il y a marqué que le droit à la propriété est un droit sacré et inaliénable de chaque être humain. Forcément, c'est à ce moment-là que j'ai le plus ressenti ce clash civilisationnel entre leur mode de vie, leur mode d'organisation sociale et le nôtre. Et où là, effectivement, je me suis dit, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait aller chercher. Alors qu'est-ce que tu as appris, mis à part cette claque de se rendre compte que chez ces peuples, la terre n'appartient à personne, ou plutôt elle appartient à tous, et surtout c'est nous autres, les êtres humains, qui sommes une petite partie de cette nature et qui appartenons finalement à la terre. C'est quelque chose dont chacun a l'intuition finalement. Tous les peuples premiers le font, le savent, le disent. Tu cites dans ton bouquin un historien qui ne mérite pas le nom d'historien, qui s'appelait Bassière ou Bessière. Bessière. Tu peux résumer sa pensée qui a longtemps fait école? Mais sa pensée, c'était de dire, en observant justement l'histoire de l'orpaillage en Guyane, que les peuples autochtones n'avaient jamais extrait du sol cet or, tout simplement parce qu'ils étaient trop fainéants. Et que donc, il revenait aux Français de valoriser ce territoire comme on prend en fait à une femme sa virginité. Des mots extrêmement durs, extrêmement machistes et qui montrent bien cette domination, encore une fois, de l'homme blanc, à la fois sur la terre et sur les femmes, et ces modèles qui montrent bien le lien très fort entre patriarcat aussi et extractivisme. Oui, effectivement. Je pense que tu t'entendrais bien avec ma copine Pascale Derme, qui s'est aussi exprimée au micro de Baleine sous Gravillon, et qui nous a expliqué c'était quoi ce concept d'écoféminisme. Et voilà, là on y est en plein. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux me développer un peu cette idée que finalement, le rôle des femmes finalement dans tout ça, dans ce changement qu'on peut souhaiter, ou en tout cas dans cette prise de conscience? En fait, le rôle des femmes est primordial et évidemment, il est absolument complémentaire que les hommes aussi s'investissent. C'est-à-dire, je ne pense pas que le changement puisse arriver uniquement par les femmes. Il est absolument essentiel que les hommes aient aussi cette prise de conscience de leur rôle à jouer dans la destruction, et je parle vraiment de destruction des modèles de domination, qu'ils soient sur les femmes, sur les minorités ou sur la terre. Parce que en fait, le problème dans notre société, c'est justement ces modèles pyramidaux au sommet desquels se trouve l'homme blanc. Parce qu'il faut le dire, malheureusement, moi je l'ai vu en Guyane française, c'est essentiellement un rapport de domination coloniale que subissent encore ces peuples. Ce n'est pas justement un problème uniquement de multinationales qui voudraient faire de l'argent. Il y a quand même aussi quelque chose de profondément culturel et que nous devons absolument assumer. Je pense que c'est très important parce que moi je l'ai vécu en Guyane, je suis arrivée en tant que juriste blanche. Je dis ça aussi de manière tout à fait humble. Moi aussi j'ai dû déconstruire, j'ai dû passer par là, j'ai dû me rendre compte de ce que j'avais en moi et de ce que j'avais inconsciemment comme modèle de domination aussi. Je suis juriste, j'ai fait des études, j'arrivais forcément avec un rôle de sachant, une place de sachante et de dominante. J'ai dû apprendre à le déconstruire, on ne peut pas faire autrement. Alors qu'est-ce que tu as appris auprès d'eux, les Wayana? Beaucoup de choses en fait, ça serait très dur de le résumer, c'est pour ça que j'en ai fait un livre. En fait, c'est un cheminement.
Vraiment, j'ai voulu aussi écrire mon livre comme un journal de bord de ce que j'ai appris, en toute humilité, de raconter aussi ce que eux ont pu m'enseigner, parce qu'en fait, moi, je ne leur ai rien appris, hein, honnêtement. C'est eux qui m'ont tout appris. J'ai passé 3 mois dans un quasi-silence à écouter, en fait, leur histoire et à écouter leur savoir. Et ensuite, j'ai essayé de voir comment je pouvais me nourrir de ce savoir pour essayer de trouver des solutions à notre monde, à ce qui cloche justement dans notre société occidentale. Et donc en fait, ils m'ont appris énormément de choses, à la fois aimer et grandir en aimant la terre. En fait, chez eux, on devient à proprement parler un homme quand on apprend à aimer la terre et à en prendre soin. Ça fait partie de l'apprentissage quand on devient adulte. Ils m'ont aussi enseigné le rôle de ce rite de passage, justement, entre le fait d'être enfant et de devenir un adulte, et donc responsable des autres, responsable de soi évidemment, mais aussi de la nature. Et tout un tas d'autres épreuves ou cheminements à travers lesquels on passe dans la vie pour devenir, à mes yeux, ce que j'ai appelé ensuite devenir gardien. D'accord. Merci beaucoup Marine, salut, à bientôt. Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?